Il me semble que donner à comprendre l'histoire de l'Europe, à la fois ce que nous avons cherché à faire dans sa complexité et dans sa diversité, est nécessaire pour penser l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Cela pour essayer de désamorcer ou de déjouer des idées toutes faites, des approximations, des malentendus aussi quelquefois, revenir ou remettre en cause des idées qui, dans la littérature que le public est amené à lire, peuvent être des idées un peu simplificatrices ou réductrices. Donc je crois que nous avons besoin de cette histoire plurielle, de cette histoire croisée, qui nous permet de nous mettre à distance aussi des crispations nationales, d'une forme d'enfermement ou d'aveuglement quelquefois qu'ont produit les traditions historiographiques nationales. Et ce que cet ouvrage cherche à faire, c'est bien de donner au lecteur des outils, des instruments pour comprendre ce qui a permis de fabriquer quelque chose de commun, quelque chose en partage, à partir de territoires extrêmement fragmentés et à partir de la grande diversité de peuples, de langues, de religions et d'États, qui plus est, en général, et tout au long de leur histoire, plutôt en rivalité et en compétition les uns avec les autres. Alors pour ce faire, on ne trouvera pas donc dans ce livre un grand récit ou une grande interprétation de l'histoire européenne, pas un récit unique ni univoque, mais au contraire des itinéraires, des parcours de connaissances exploratoires, je dirais, à travers des articles relativement courts, mais organisés de façon à permettre au lecteur d'avoir des clés d'interprétation, des éclairages sur cette pluralité de l'Europe et aussi sur les relations de l'Europe avec le reste du monde. Une Europe qui est conçue, c'est une vaste synthèse quand même à travers ces approches diverses, et donc une Europe entendue à la fois comme un espace, comme une culture et comme une idée, en commençant par ces objets matériels, ces techniques, ces styles de vie qui ont à la fois conditionné et façonné l'expérience des hommes et des femmes, mais aussi ces imaginaires, ces symboles, ces idéaux, l'espoir dont l'Europe a été porteuse, et bien sûr sans rien occulter non plus, des faillites, des déchirements, des ruines et des désastres que les Européens ont pu, au cours de cette histoire, se causer à eux-mêmes ou causer à d'autres parties du monde. Alors cet ouvrage est un ouvrage collectif qui a été pensé en commun, qui a été, chacun s'est réparti sa tâche ensuite d'organisation, mais ce qui nous tenait à tous à cœur et qui, je crois, est un des principes de cet ouvrage, c'était de faire entendre des voix multiples et surtout des voix de provenance européenne diverses, de ne pas se trouver trop enfermé dans un regard exclusivement français ou en tout cas dans une perspective historiographique strictement française. Alors pour cela, il fallait mobiliser dans cette entreprise des auteurs qui proviennent des quatre coins de l'Europe. Personnellement, en tant qu'historienne moderniste j'ai étudié plus particulièrement l'Europe méridionale et méditerranéenne, j'ai cherché à convaincre de participer à cette entreprise un certain nombre d'auteurs qui proviennent des péninsules italiennes et ibériques, et je dois dire qu'ils ont répondu assez massivement à cette invitation. Et c'est un point, je crois, très important que de faire entendre ces voix multiples, ces sensibilités historiographiques différentes. Par exemple, il n'est pas du tout indifférent dans ce livre que les articles Révolution française et prise de la Bastille, entendus comme un mythe européen de la révolte, n'aient pas été confiés à des auteurs français. Il s'agit là bien autour d'un événement historique
à l'évidence, comme d'autres qui ont marqué l'Europe, l'histoire européenne, bien située dans le temps et dans l'espace, mais qui a eu un écho ou une influence à l'échelle de l'Europe, il nous a paru important d'avoir là la possibilité de faire entendre des voix diverses, des voix de provenance européenne diverses, qui s'appuient donc sur des traditions intellectuelles, sur des formes de perception et de sensibilité différentes et qui s'articulent entre elles, s'imbriquent à l'intérieur de l'ouvrage pour donner ce résultat à plusieurs facettes, je dirais, pour le lecteur. Alors cette contribution, c'est aussi, comme celle de mes collègues, nous avons essayé, étant donné que l'ouvrage est composé de plusieurs dizaines et même plusieurs centaines d'articles, d'orienter la lecture du lecteur, de lui permettre d'avoir des clés pour se composer lui-même son itinéraire de connaissances. Donc, le principe de cet ouvrage, c'est bien sûr de donner un socle de connaissances au lecteur qui soit parfaitement à jour du point de vue de l'état des savoirs, je dirais, mais aussi de lui donner des clés d'interprétation, et c'était l'objet des petites introductions au chapitre que nous avons rédigées les uns et les autres. Pour prendre un exemple, j'ai contribué au chapitre transversal qui aborde l'Europe comme un continent, comme un ensemble de territoires, de paysages, qui ne sont d'ailleurs reconductibles à aucune espèce de forme d'homogénéité ou d'uniformité. Et il nous paraissait important de donner comme clé au lecteur d'aborder ce continent par les frontières, par les marges, par les périphéries. Pourquoi ? Dans deux objectifs. Le premier, c'est que cela nous permettait de resituer dans des contextes historiques précis le caractère toujours fluctuant, mouvant, incertain des limites de l'Europe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cette question des frontières est un des défis à relever pour l'Europe. Et d'autre part, cela permettait aussi de montrer combien la construction de cet espace européen s'était nourrie, précisément, alimentée des échanges, des transferts, des hybridations de ces territoires de bordure, qu'ils soient terrestres ou maritimes. Alors dans le chapitre de la partie qui concerne l'histoire moderne et qui s'intitule « L'Europe des guerres, des réformes et des lumières », on lira un article qui s'intitule « Les Lumières, libérer la critique ». C'est un article important parce qu'on va trouver cette référence aux Lumières dans beaucoup d'autres articles du dictionnaire, enfin de l'encyclopédie plus exactement. Et pourquoi ? Parce que c'est un temps fort dans l'histoire de l'Europe, c'est un moment aussi où vont puiser des débats d'idées qui vont traverser les sociétés européennes jusqu'à nos jours. Donc ce temps fort, cette diffusion du mouvement, de ce courant d'idées des Lumières partout en Europe, se situe au XVIIIe siècle, à un moment qui connaît une formidable croissance des mobilités, de toutes sortes de mobilités, une croissance également de l'imprimé, qui va servir de support de circulation pour ces idées et pour les débats qui vont y être articulés. Et c'est aussi, avec cette mobilité accrue, le moment où les Européens vont prendre une plus grande conscience du fait qu'ils partagent une histoire. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'un certain nombre d'intellectuels vont rédiger les premières histoires de l'Europe. Et en même temps, c'est là un des paradoxes de cette histoire européenne, un parmi tant d'autres, en même temps c'est aussi le moment où, dans cette conscience européenne plus vive, plus aiguë, vont s'affirmer des sentiments nationaux, vont s'éprouver les différences et vont se diffuser les caractères et les stéréotypes des nations. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que montre cet article sur les Lumières ? Alors, il montre avant tout que sous une apparente uniformité, des traits communs qui appartiennent à ce courant d'idées,
à savoir les Lumières, c'est un combat contre le fanatisme religieux, c'est une ouverture au débat sur les droits, sur la justice, sur la liberté, sur le progrès, sur la tolérance, bien sûr, et sur l'éducation, par exemple, sur l'éducation populaire, etc. Sous ces grands traits communs, se décline dans les différentes parties de l'Europe ce mouvement des Lumières de façon extrêmement différente. Très différente dans ses contenus, sa chronologie, ses accentuations de certains débats plutôt que d'autres, la façon aussi dont les pouvoirs vont emprunter à ce courant d'idées, vont s'en servir pour mettre en place des programmes de réforme des institutions, de l'État, de la société, avec des degrés aussi très variables selon les parties de l'Europe où l'on se trouve, que ce soit en France, en Écosse, dans les différents États italiens, en Espagne ou dans l'espace germanique, par exemple. Donc, montrer la diversité sous des traits communs, sous des valeurs communes. L'autre chose que montre et que prend en charge cet article, et qui est aussi quelque chose que nous avons demandé en général aux auteurs, c'est de donner des éléments de compréhension du débat historiographique actuel sur les Lumières, ou en tout cas de ces dernières années. C'est-à-dire d'un côté une remise en cause de l'héritage politique et culturel des Lumières. Les Lumières ont pu être mises en cause comme ayant accompagné par exemple l'impérialisme européen ou ayant favorisé des formes de rationalisation de l'État au mépris de l'expression de liberté individuelle. Et puis de l'autre côté, une autre historiographie qui, elle, se place, se positionne en défense de l'image émancipatrice des Lumières. Alors non pas pour donner des torts et des raisons, mais pour faire comprendre au lecteur quels sont les éléments de compréhension de ces débats historiographiques actuels et qui agitent encore beaucoup les sociétés présentes. Donc je pense que c'est un exemple, un article qui montre bien comment on a cherché à faire pénétrer le lecteur dans une complexité, c'est-à-dire d'un côté la complexité du phénomène étudié, qui est ici à la fois un phénomène philosophique et un phénomène socioculturel, et d'autre part la complexité des héritages, et la façon dont ces héritages peuvent être politiquement utilisés, réappropriés, réactivés pour servir d'autres fins dans le projet européen.